samedi 15 mars 2014. Nous sommes en direct et nous recevons à notre gauche Harouna Fall. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la rédaction web du groupe Futur Média, IGFM. Bonjour Harouna. Bonjour Thomas. Merci. Également à notre droite, Ndiaga Diouf. Vous êtes journaliste. Bonjour Ndiaga. Bonjour Thomas. Nous rentrons dans cette émission Actu en 7 donc de ce samedi en suivant tout d'abord cet élément, cet extrait de Pape Diouf, du ministre de l'Hydraulique Pape Diouf, qui donnait une conférence de presse durant cette journée de samedi. Il a en outre annoncé qu'il tournait définitivement le dos à son ex-mentor Idrissa Seck. Le ministre Pape Diouf a également annoncé la création de son mouvement MDR. Juste après, nous suivrons l'Alliance pour la République à Guédiawaye qui dit non à El Hadj Malick Gakou en tant que coordonnateur en vue et bien sûr des élections locales. Le troisième élément de ce bloc, c'est Mamadou Lamine Badji du bloc de l'opposition, s'exprimant lors d'une réunion tenue cette semaine par rapport à la revue du code électoral. L'opposition qui se disait déterminée à ce que les élections locales censées se tenir fin juin 2014 aient bel et bien lieu à la date échue. Nous suivons tout cela et nous rentrons ensuite dans le bloc consacré aux élections locales, entre autres calculs politiques. Magnéto. Vous parlez de Idi, vous parlez de Wad. Nous avons cheminé ensemble et je crois qu'aujourd'hui, c'est une autre trajectoire. Je garde les relations, c'est-à-dire de Sénégalais à Sénégalais, garder tout ce que nous avons fait ensemble pour le Sénégal. Mais aujourd'hui que cette page est tournée, je m'adresse aux Sénégalais. L'APR rejette la proposition de Benno Bokk Yakaar de choisir Malick Gakou comme coordonnateur départemental de Guédiawaye. Seul l'APR, selon eux, mérite ce poste. Ils étaient en séminaire à Golfe Nord. Non, on va régler ça. On est en politique et puis nous sommes majoritaires. Malick Gakou, comme coordonnateur, bon, ça m'a surpris. Parce que nous, en tant que parti au pouvoir, nous n'accepterons jamais que Malick Gakou dirige cette coalition. Parce qu'on est en majorité actuellement. Bon, c'est pour cela que le président de notre parti nous a dit qu'on va aller aux élections avec la coalition. Partout où nous doit gagner, partout où nous avons gagné, c'est nous qui devons diriger cette coalition. Le blocage persiste toujours dans le cadre de la revue technique du code électoral. Le bloc de l'opposition rejette toujours la proposition de la majorité concernant le mode de scrutin départemental et communal. En dépit de ce blocage, elle milite toujours en faveur du maintien du calendrier républicain. Il faudrait que l'on apprenne à respecter les dates des élections. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est mal à point, qu'on veuille reculer les élections à des fins typiquement politiciennes. Ça, c'est inacceptable pour une démocratie majeure telle que la démocratie sénégalaise. Alors, Harouna Fall, nous commencerons peut-être par vous, justement. Qui a peur des élections locales entre le pouvoir et l'opposition? Merci Thomas. Qui a peur des élections locales entre le pouvoir et l'opposition? À mon avis, ils ont tous peur d'aller aux élections locales. Parce qu'à l'état actuel des choses, on ne peut pas comprendre qu'après plusieurs rencontres entre l'opposition et le pouvoir et les partis non alignés, que jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à trouver un consensus. Comme on dit, aujourd'hui au Sénégal, c'est la deuxième. On a déjà, les élections étaient prévues le 25 mars 2009, mais on a prorogé de 3 mois. On ne peut pas comprendre que jusqu'à présent que les gens continuent à tourner en rond pour des questions de mode de scrutin, de mode de désignation à la majoritaire ou bien à la proportionnelle. La réalité, c'est que si les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, sont prêts à aller à ces élections et qu'ils ont travaillé en conséquence, parce que le problème, ça ne se règle pas au niveau national. Les élections locales, c'est d'abord une question de localité, une question de proximité. Si au niveau local, les partis estiment qu'ils ont fait le travail qu'ils devaient faire, et que si on va demain aux élections, mais normalement, je ne vois pas de problème. Ils devaient pouvoir aller et puis ça gagnera ce qu'ils devaient gagner. Donc, ces réunions à n'importe vraiment, je ne vois pas leur utilité. L'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Et là, en réalité, ils ont tous peur d'aller aux élections. Ndiaga Diouf, pour vous également, pouvoir et opposition ont peur d'aller aux élections locales? Ok, d'abord, merci Thomas pour donc, cette invitation.
Je disais tout à l'heure à mon ami Aruna que c'est vraiment bon au niveau des plateaux de télévision, au niveau des médias. Comme les journalistes réclament tout le temps donc qu'il y ait un renouvellement des leaders au niveau des partis politiques, il faut aussi que les journalistes essaient de renouveler ce qui anime les débats au niveau des médias, c'est important. Merci beaucoup. Maintenant, comme l'a dit Aruna, je ne vais pas parler de problème de sentiment de peur, mais disons que il y a des obstacles objectifs qui font que peut-être on ne va pas encore respecter ce problème de cette date du 29 juin encore. Parce qu'au départ, quand on parlait de report, c'était des personnes comme par exemple Jean-Paul Diaz qui est de la mouvance présidentielle. Il parlait par exemple du mois de juin avec le mois de Ramadan. On parlait de la saison des pluies. Donc peut-être il y a des agriculteurs qui seraient au champ. Donc peut-être il y a des obstacles objectifs qui font que peut-être on ne pourra pas respecter ce délai. Somtoun Diaga, le mois de Ramadan, on savait bien qu'il tomberait en juin. On savait bien que les agriculteurs seraient au champ aussi. On savait tout ça lorsqu'on fixait pour la première fois la date. Comme il l'a dit, peur, peut-être quelque part, on n'est pas prêt. Par exemple, si on prend la mouvance présidentielle, on sait qu'il y a des contradictions au niveau même de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc on l'a vu tout à l'heure avec l'élément au niveau de Guédiawaye. Même au niveau du parti présidentiel, il y a des contradictions. On y reviendra avec toutes les scènes de violence. Donc peut-être que, comme il l'a dit, il y a un sentiment de peur parce qu'ils ne sont pas prêts. Peut-être, oui. Aujourd'hui, donc, quelle serait la solution par rapport au scrutin? Non, mais la solution, elle est très simple. Que les élections se tiennent à date échue. Parce que dans une démocratie, le Sénégal quand même, Thomas ainsi, nous ne sommes pas une petite démocratie. Okay? On est cité en exemple en Afrique et partout dans le monde. Donc ce n'est pas ces nouveaux dirigeants qui sont là, je vous parle de la mouvance présidentielle, mais aussi de l'opposition, il ne faut pas qu'ils nous fassent reculer des années en arrière. Les élections locales, de manière consensuelle, ont été prolongées jusqu'au 29 juin. Mais à date échue, 29 juin, on contient les élections. S'il n'y a pas de consensus autour des points sur lesquels ils discutent, mais maintenant on parle sur la base de l'ancien code. C'est très simple. Sinon, moi je demande solennellement qu'au-delà du 29 juin, si ces élections ne tiennent pas, maintenant que le président de la République prenne, je ne sais pas, un décret pour dissoudre toutes les collectivités locales. Carrément, et installer des délégations elles ne seront pas légitimes. Parce que les populations locales ont voté pour un délai bien déterminé, parce que ces délais, mais ils seront illégaux et illégitimes. Mais peut-être aussi prendre en compte qu'il y a cette réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Qui semble d'ailleurs en arrière-plan finalement. Vraiment. On en a beaucoup parlé à un moment. Si on prend en compte donc, cet acte 3 de la décentralisation et que forcément il y aura des réformes au niveau du code des collectivités locales qu'on doit prendre en compte au niveau donc, du code électoral, il est dit qu'il y a une directive de la CEDEAO qui interdit qu'il y ait des réformes à moins de 6 mois des élections. Donc, et là, on est presque à 4 mois des élections. Forcément, je pense qu'il y aura un report. Mais ce n'est pas très compliqué. L'essentiel, c'est qu'on a des élections, comme il l'a dit, qu'on dissout les collectivités, qu'il y a des délégations spéciales. C'est simple que ça. À propos de ces élections locales, précisément, l'un des aspects souvent évoqués par la presse, c'est la présence de membres de la famille présidentielle, pour dire le moins, ou de ce que la presse a baptisé la galaxie Faye, Sall, Timbo. Comment analysez-vous justement cette immixtion de la famille dans l'espace politique? Et est-ce vraiment une immixtion à Rounafal? Mais Thomas, je veux le dire franchement. Pour moi, cette histoire, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que les Sénégalais, quand même, c'est pour la première fois qu'on a au Sénégal un président sénégalais et une épouse sénégalaise à 100%. Ça, je pense que les Sénégalais avaient toujours rêvé de ça. Sous Senghor, on avait Mme Senghor qui était une blanche, après Abdou Diouf, Elisabeth Diouf et Viviane Wade. Mais aujourd'hui, on a un président qui est sénégalais, une épouse sénégalaise, et puis au Sénégal, on a nos réalités. Donc c'est peut-être la première fois que Mme Faye, épouse Sall, Mme Faye épouse Sall. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Parce que bon, parfois, certains membres de sa famille veulent se positionner plus. Mais maintenant, le débat n'est pas là. Le débat, c'est quoi? C'est d'abord, avant tout, des Sénégalais, qu'ils s'appellent Sall, Faye ou Timbo, s'ils ont des compétences pour exercer, mais il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est qu'après avoir exercé, qu'à l'heure de reddition des comptes, qu'on ne dise pas qu'il appartient à la famille Sall ou bien à la famille Faye.
qu'il soit traité au même pied d'égalité que tous les Sénégalais qui avaient eu à gérer des choses dans ce pays. Donc le débat, pour moi, ça, c'est un faux débat. S'ils sont compétents, mais moi, je n'ai pas de problème. Si Aliou Sall est compétent à Guédiawaye et que les populations de Guédiawaye ont confiance en lui, mais pourquoi ne pas lui donner la mairie? Mais maintenant, après la mairie, s'il y a des actes qui ne sont pas vraiment clairs, dans ce cas, c'est pas que justice se fasse. Que se fasse. Il ne faut pas que son grand frère ou son oncle soit là pour le défendre. Diaga Diouf. Voilà, donc, il n'y a pas de règle ou de loi qui nous dit que telle personne ne peut pas participer parce qu'elle est épouse, frère ou sœur ou des nièces du chef de l'État. Il faut juste être sénégalais ou sénégalais. Voilà. Et dans le cas de... Peut-être qu'il y a juste des règles, des principes à respecter, donc pour qu'il n'y ait pas de favoritisme parce qu'on est fils ou bien fille du chef de l'État ou bien parent, et que comme il l'a dit, à la fin du compte, que la compétence prime sur les considérations parentales et autres. Mais peut-être regretter, parce qu'on va nous remener encore dans des débats des années en arrière. C'était précisément la question non posée, parce qu'à une époque, on avait fait la critique de l'immixtion du fils du président de la République, du troisième président de la République, Maître Wade, dans les affaires de la cité. Là aussi, on va donner l'occasion peut-être à des opposants de pouvoir critiquer le chef de l'État, donc sur ce même terrain-là. Oui, mais attends, le fils de l'ancien président, ok, il était au cœur des affaires, mais aujourd'hui, il est où? À l'heure de l'édition des comptes, il est où? Oui, mais est-ce qu'on ne va pas justement, est-ce qu'on ne court pas le risque que les mêmes causes, si l'on peut dire, produisent les mêmes effets? C'est-à-dire que si ce sont des proches, assez souvent lorsque le pouvoir change, il y a un peu ce que l'opposition appelle un désir de solder des comptes. Ok, la chasse aux sorcières. Est-ce qu'on ne court pas le risque justement d'avoir l'épisode 2, la traque des biens présumés, épisode 2? Mal acquis contre la famille proche du président. Bon, je pense que on ne sait pas trop. Après Macky Sall sera acquis. Mais je pense qu'après Macky Sall, peut-être, on aura un président encore plus jeune que Macky. Peut-être un président qui aura peut-être 45 ans, qui aura épousé les nouvelles idées qui gouvernent ce monde. Qui ne sera pas là à se fixer sur une personne ou bien à lancer une... Non. Le monde évolue, il faut qu'on évolue avec. Moi, j'ai confiance que même si après Macky, les jeunes, je souhaite vivement qu'un jeune soit au pouvoir, qu'on puisse vraiment changer les mentalités de ce pays, qu'on puisse gouverner et puis qu'au-delà de la politique. En politique, on peut ne pas être d'accord, mais se taper dessus pendant la campagne et tout. Mais après, on est avant tout des frères, des sœurs, des Sénégalais. Et que notre seul combat, c'est de tout faire pour que ce pays-là avance. Donc, à ne pas nous retarder sur certains détails. Ça, vraiment, je ne crois pas. J'ai espoir qu'aprce Macky, peut-être ce serait 2017 ou après, peut-être il y aura un deuxième mandat. Après ça sera tranquille. En tout cas, ce n'est pas demain la fin d'une situation pareille, parce que même si on prend certains partis politiques, on voit par exemple que si le secrétaire général part, parfois il y a le fils qui était dans le parti qui remplace. Donc, ce qui veut dire que si c'était ce même parti qui était au pouvoir, donc peut-être si le président est aux affaires, il va avoir à côté son fils ou bien des trucs comme ça. En tout cas, ce n'est pas encore la fin d'une telle situation. Ce n'est pas encore la fin, mais aujourd'hui, est-ce que les membres du Parti démocratique sénégalais, qui à une époque justement s'estimaient critiqués à tort, n'ont pas de bonnes raisons d'ironiser en disant on nous a critiqués en nous imputant une dévolution réelle ou supposée monarchique du pouvoir, et aujourd'hui on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire la famille au cœur du pouvoir. Mais quand même, toute proportion gardée, c'est pas encore on n'en est pas encore là, parce que c'est le frère du président qui est en politique et qui est dans une zone quelque part, donc dans une collectivité locale. C'est pas vraiment au cœur des affaires, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi Adama Faye, je l'appelle comment, le frère de la première dame qui s'agite, qui s'active, j'allais dire, à Crayon. Récemment, je crois qu'il a fait sa déclaration de candidature à la mairie de Crayon. Certains ont dit qu'il est l'instrument du 4e président de la République, Macky Sall, contre son premier ministre, Aminata Touré, qui avait, paraît-il, des ambitions dans la même zone. Bon, je ne dirais pas non. Parce qu'on est en politique, quoi qu'on dise, Aminata Touré, je pense qu'en 2001, elle était conseillère municipale à Crayon. C'est là-bas son fief. Et puis, un responsable politique n'existe que de par sa base. Donc, elle a tout intérêt d'abord à avoir une base solide avant de pouvoir prétendre à briguer tout autre poste électif. Bon, à ce niveau, je suis au courant de certaines informations qu'au départ, comme l'a dit M. Faye, on avait envoyé Aminata Touré pour venir régler la situation un peu tendue au niveau de la paire de Grave. Et qu'elle en a profité pour tisser sa toile et enfin vouloir
ok, récupérer c'est la base de ses mains. Mais en réalité, bon, ça c'est de bonne guerre. Ok, en politique, c'est ainsi que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, M. Faye, mais je pense que il a su comprendre très tôt que voilà, le jeu peut-être de Mimi Touré, et qu'il a su attendre, s'ajuster et maintenant se lancer vraiment à la course pour la mairie de Grand-Yoff, en attendant peut-être la mairie de Dakar. Et lors de ce meeting, je pense qu'il y avait la première dame qui était venue. Et ça, vraiment, ça fait... Ça a choqué, hein, ça a choqué certains. Pourquoi que la première dame vienne marrainer, dis-moi, ce meeting. Nous venons de dire que c'est une Sénégalaise comme toutes les autres. Elle a le droit d'aller à une manifestation politique. Si on suit votre raisonnement. C'est pourquoi je dis aux Sénégalais, il ne faut pas qu'ils soient choqués. Okay? On a voulu un président sénégalais avec une femme sénégalaise. Attends, qui dit femme sénégalaise, dit nos habitudes sénégalaises. Moi, je ne peux pas être sénégalais, avoir, comme on dit, mon réew. Ok, ma soeur qui est premier président, c'est là-bas sanguine, mais non, ça fait partie de nos réalités. Maître Diouf, à une époque, se réjouissait qu'il y ait enfin du tchouraï au palais. Mais voilà, mais il y en a à part du moment, il y a quand même, bon, c'est peut-être des rumeurs, des contradictions, une tension entre le chef de l'État et le Premier ministre. Donc il y a certains actes qu'on pose qui alimentent toujours ces rumeurs et ces contradictions-là. Donc peut-être, vu sous cet angle-là, peut-être la Première Dame pouvait ne pas aller, disons, soutenir son frère. Pendant justement que nous parlons de la Première Dame et de ces élections locales, il y a eu durant cette semaine du 16 mars 2014, cette rumeur ou information, annonce d'une tournée de la Première Dame dans la banlieue. La tournée a finalement été annulée. Alors, plusieurs versions. Certains affirment que la tournée, en fait, ça a été une fausse information dès le départ, une rumeur, et qu'il n'y avait jamais eu intention de faire une tournée. D'autres affirment qu'il y avait bien une tournée de prévue, mais que c'était pour des raisons humanitaires, pour la fondation Servir le Sénégal. D'autres, enfin, affirment que la Première Dame a renoncé à sa tournée pour être au palais, parce qu'il y a un remaniement en cours, et elle voudrait être à côté de son cher et tendre, le 4e président de la République, pour imposer ses hommes. Donc on donne beaucoup de pouvoir à la Première Dame finalement, et je ne pense pas que cela soit la réalité. Sinon, ce serait vraiment regrettable, cette auto-alternance-là. Donc je ne pense pas. Je ne le crois vraiment pas. Elle n'est pas partie, peut-être il y a des raisons d'agenda, ou bien en tout cas c'est pour éviter qu'il y ait donc cette interprétation qu'on peut dire qu'elle est derrière telle personne ou bien telle personne. Déjà qu'au niveau même du parti, il y a trop de contradictions, il y a trop de tensions, il y a même de la violence par-ci et par-là. Donc il est préférable qu'elle reste vraiment en dehors de tout cela, d'apaiser les esprits. Ouais. Mais moi, je pense que aller faire une tournée dans la banlieue, l'annuler à la dernière minute parce qu'il y avait un conseil qui... Il n'y a pas eu de raison officielle, en fait. À ma connaissance, la Première Dame elle-même n'a pas communiqué dessus. Maintenant, il y a 3 versions. Il y a 3 versions. Mais mon ami Thomas, puisqu'il n'y a pas de version officielle, mais moi, je me vois mal à l'aise de commenter ce qui n'est pas officiel. Merci. No comment donc. Alors nous avançons dans cette émission Actu en 7 du 16 mars 2014 pour parler de la violence dans l'espace politique. Nous allons entendre tout d'abord quelques réactions des Sénégalaises et des Sénégalais après les actes de violence dits de Matam avec le député Farba Ngom. Juste après, nous entendrons un membre de l'Alliance pour la République et non moins ministre, Abdoulaye Daouda Diallo, affirmer notamment que le 4e président de la République, Macky Sall, a condamné de tels actes et qu'il ne devrait pas survenir dans l'espace public. Juste après, nous irons à Thiès pour assister à une réunion que l'on pourrait tout à fait qualifier de houleuse, durant laquelle le maire de Thiès-Ouest a reçu tout de même de la cendre pimentée. Nous suivons tout cela et nous revenons juste après pour parler de la violence dans la scène politique et se demander au fond si dans l'espace politique sénégalais, ce n'est pas à chacun selon ses biceps. Magnéto. Après la sortie du président Macky Sall sur les violences qui sévissent au sein de l'APR, les Sénégalais rencontrés se prononcent sur la question. Pape Momar Seck invite la classe politique à plus de retenue. Le Sénégal est un pays de paix. Nous demandons aux hommes politiques d'arrêter la violence. Franchement, la priorité est ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait malheureux, c'est vrai, parce que nous pensons que la violence politique ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, s'inviter quand même dans la vie de notre nation. Mais comme tout rassemblement, il arrive qu'il y ait des débordements, mais c'est des choses que nous condamnons avec énergie.
sans doute les résultats de notre conclave hier avec le chef de l'État, notamment le directoire qu'il a eu à convoquer. Il a eu à rappeler à tous les responsables que la violence ne saurait être tolérée, justement donc, dans nos rassemblements. Le syndrome de la région de Matam, transformé le moment d'une rencontre politique par des apéristes en Far West, a comme qui dirait gagné le camp du parti Réumi. En assemblée générale d'information sur le processus électoral, la violence est invitée dans l'assistance au quartier général du leader en chef réumiste Idrissa Seck. Entre bagarres, bombes, anti-agression, c'est le sauve qui peut. Dans la foulée, le maire de la commune d'arrondissement de Thiès-Ouest, Maïmouna Dieng, a reçu en pleine figure de la cendre pimentée, fait qu'elle dénonce vigoureusement. C'est à la vue aussi de tout le monde tellement agressé, des agressions verbales, physiques, morales. Je crois que c'est des gens qui n'ont pas de base et qui continuent jusqu'à présent, vraiment, de porter plus de Ndiaga Diouf, pourquoi cette violence, simplement? Pourquoi on en arrive à de telles extrémités? Voilà, les éléments nous montrent déjà, Thomas, que ce n'est pas l'apanage du parti au pouvoir. Ça, c'est un. De deux, comme la dame qui a reçu du cendre pimenté, ce qui veut dire qu'on avait préparé ce coup-là. On était venu pour faire dans la violence. Et l'explication, c'est quoi? C'est juste pour des raisons purement politiques. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Arona, on existe par rapport à une base politique. Donc les gens là se battent pour avoir la mainmise sur leur base politique. Mais ça ne date pas quand même d'aujourd'hui. La violence et la politique au Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle, donc, par rapport à ce que nous avons vu, on s'est rappelé récemment du 16 février 1994, donc on a parlé d'un meeting politique au niveau donc, de l'avenue du boulevard de la République. Donc, l'opposition, finalement, il y a eu 7 morts, donc 5 policiers, 2 civils. Donc, vraiment, la violence et la politique au Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et chaque fois après, on regrette, les leaders politiques regrettent, les chefs religieux, tout le monde, mais après, ça recommence. À chaque fois qu'on va vers des élections, il y a toujours cette tension-là au niveau donc, des landerneaux politiques. C'est malheureux. C'est logique, donc c'est dans la continuité. Dans la continuité de l'histoire politique du Sénégal, Aruna? Oui, dans la continuité. D'abord, je pense que la violence est à condamner, sous toutes ses formes. Que ce soit ce qui s'est passé à Matam, à Thiès, ou peut-être ce qui se passera après, j'en suis sûr que ce ne serait pas le dernier cas de violence. Parce qu'au Sénégal, comme l'a rappelé mon ami Ndiaga, l'histoire politique a toujours été émaillée de scènes de violence, parfois malheureuses avec mort d'homme, ou parfois avec des blessés. Et je pense que pour le cas particulier de Matam, avec l'honorable député Farbangom, c'est peut-être qu'aujourd'hui, c'est Farbangom qui a eu à tirer en l'air. Si c'était un autre militant, aujourd'hui peut-être la chose n'aurait pas eu cette dimension que la presse lui a donnée. Certains membres de l'APR d'ailleurs affirment que l'honorable député n'a fait que se défendre et que c'était des tirs de sommation, donc pas de quoi fouetter un chat. Mais en réalité, Thomas, je pense que la violence, dire que c'est la violence politique, mais je pense qu'il faut qu'on précise un peu les termes. Peut-être la violence individuelle politique. Parce que avant tout, je pense que c'est à un niveau individuel. Mais vous, Aruna Fall, si vous aviez une autorisation de port d'armes, oseriez-vous tirer en l'air si vous vous sentiez menacé? Est-ce que justement l'honorable député Farbangom n'ose pas tirer en l'air parce qu'au fond, il sait qu'il parle au président, il a le numéro personnel du président de la République. Si j'avais une autorisation de port d'armes, je n'en ai pas encore, je répondrai quand je l'aurai. Mais pour le cas de figure bien précis, je pense que Farbangom était dans une situation où il était obligé de se servir de cette arme. S'il voulait tirer sur les gens et tuer les gens, mais attends, c'est pas compliqué. Il aurait tiré à bout portant et puis il y aurait des morts. Mais il a fait des tirs de sommation pour que ces gens qui l'empêchaient d'accéder à la ville de Matam, vraiment, qu'on lui fait
Qu'il puisse se frayer un chemin tranquillement. En réalité, peut-être c'est lui, mais peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas agi ainsi. C'est une question de tempérament. Aujourd'hui, avant Farba, je crois qu'on a eu le cas de Barthélemy, comme tout le monde le connaît, c'est quelqu'un de très fougueux, de très hargneux. On a eu Moustapha Cissé Lo aussi, surnommé par la presse El Pistolero. Avant tout, c'est une question de tempérament et une question d'individualité. Tous ces gens qu'on vient de citer, mais on les connaît, ce sont des gens qui ne se laissent pas marcher sur les gens. C'est plus simple que ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les gens, Donc en fait, c'est banal, mais c'est uniquement parce que c'est un proche du chef de l'État. Vous rejoignez en cela le député Farba Ngom qui a dit qu'on cherche à nuire au 4e président de la République, Macky Sall, en passant par lui. Non mais effectivement. Soit, Ndiaga. Ce qui est regrettable, c'est pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller à Matam, déjà il est armé. À Matam aussi, il y a des militants, peut-être d'une autre tendance, du même parti, qui l'attendent avec des gourdins, des machettes. Pourquoi? Juste pour des renouvellements de base, pour des concertations au sein d'un même parti. Pourquoi on en arrive là? C'est ça mon problème. Donc, oui, mais moi je vais peut-être au-delà. Oui. Ça veut dire, certes, il faut condamner la violence et qu'il y en aura toujours, mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de Matam, les services de renseignement auraient pu à l'avance savoir qu'aujourd'hui, pour cette manifestation, il y aurait des risques d'affrontement. Je pense qu'à ce niveau aussi, nos services de renseignement, de plus en plus, ils ont failli depuis, je crois, l'affaire des Tchantokoun qui ont finalement emporté Mbaye. De plus en plus, je pense que la nouvelle directrice, Anna Semoufay, vraiment devait remuer un peu le cocotier, que les gens vraiment puissent attendre, remonter certaines informations pour qu'on évite vraiment certains cas regrettables. Si cette question de la violence en fait est posée et si elle inquiète, si l'on peut dire, c'est parce que l'actuel pouvoir avait annoncé l'un de ces mots forts, si l'on peut dire, c'est la rupture. Or, on constate qu'en fait, on est, du point de vue de la violence en tout cas, dans la continuité. Effectivement, c'est-à-dire que la solution, c'est peut-être que tout le monde comprenne, une fois pour toutes, que les citoyens sont égaux devant la loi. Et que qu'on soit député, ministre, la loi qui nous gouverne, qu'on soit, disons, dans une situation civile, c'est la même loi qu'on soit dans des positions de confrontation politique. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on se permet d'utiliser la violence pour régler des problèmes. Comme s'il y a une loi qui est quelque part, qui gère quand on ne fait pas de la politique, et quand on fait de la politique, il y a quand même des aménagements. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que la loi, c'est la loi. Elle est là pour tout le monde. Je pense que si on respecte, bon, heureusement, en tout cas, le procureur au niveau de Matam est dans ce sens-là, si on respecte la loi, peut-être au bout, les gens-là vont comprendre que demain, qu'on soit député, président au poste du président de la République, quand vous êtes fautif, vous avez des explications par rapport à la loi, c'est tout. Je pense que c'est la solution. Mais il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait une continuité dans la violence. Peut-être qu'il y a des cas de violence, comme je l'ai dit, individuels. Mais la rupture, quand on parle de rupture, ce n'est pas dans ce sens. Mais dans des cas bien concrets, mais il faut avoir quand même l'honnêteté de le dire. Depuis que le président Macky est là, il y a eu des cas concrets de rupture qui ont été posés. Mais Thomas a ici. Mais avant Macky, mais qui aurait imaginé un jour, je ne sais pas, aller prendre Cheikh Béthio Thioune, l'entendre et puis le mettre en prison. Ça, personne n'aurait imaginé. Mais ça, quand même, ça, c'est... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a d'autres cas que peut-être je pourrais citer. Absolument, dans le cours de l'émission. Ça, vraiment, il faut qu'on soit courageux et puis qu'on rende à César ce qui appartient à César. Donc aujourd'hui, Farba Ngom aurait été sous un autre régime, peut-être il ne serait même pas inquiété ou allait répondre au commissaire, mais il est parti. Parce qu'il sait que s'il n'avait pas déféré à la convocation, les gens allaient le cueillir. Qu'il soit le... Bon, je n'aime pas utiliser certains mots, mais quand même... Il est présenté l'honorable député Farba Ngom comme le trio du président. Certains disent que Macky, bon, certes, voilà, vous pouvez être... Le président de la République lui aurait passé un savon, selon la presse. Voilà, mais c'est ça, mais les gens le disent. Peut-être les gens disent souvent que Macky... vous m'excusez le terme, c'est traître-le, peut-être dans le sens positif. Cela veut dire que vous avez beau être amis, mais à certains moments, il n'hésite pas vraiment de vous dire c'est quelle vérité. On a vu le cas avec Niass, les tiraillements entre Moustapha Cissé Lo et Moustapha Niass, mais personne ne pensait que Macky Sall serait capable de prendre position et puis vraiment de mettre à sa place Moustapha Cissé Lo. Mais ça, c'est des cas concrets. Donc, si on parle de rupture, ne serait-ce que dans ces cas, aujourd'hui, il faut vraiment avoir le courage de le dire que, le président Macky, quand même, il a posé des cas de rupture concrets.
Diaga? Non, le président l'a dit, donc on peut le prendre mot pour mot. Je tiens à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui m'accompagnent dans l'exécution du contrat de confiance, qui me lient au peuple, comprennent et acceptent que cette mission ne crée pas une catégorie de citoyens privilégiés au-dessus des autres et de la loi. Donc je pense que, comme Aruna l'a expliqué, pour le moment, on est dans cette logique-là, même si le procureur de Matam a reçu une demande d'explication par rapport à sa hiérarchie. Précisément. Mais peut-être ça, c'est le fonctionnement naturel de la justice. Même si l'honorable député Farbangom a anticipé sa convocation. Ce qui, somme toute, est un peu curieux. Aussi. Mais pour vous, on est effectivement dans la rupture. Dans la rupture, en attendant de voir peut-être des preuves contraires. Mais pour le moment, comme il l'a dit, il a cité le cas de Cheikh Béthio Thioune, il y a d'autres célébrités. Oui, mais certains ont affirmé que Cheikh Béthio Thioune a été arrêté. Précisément, il paye les pots cassés, si l'on peut dire, parce qu'il était proche du 3e président de la République. Bon, ça, c'est peut-être des interprétations politiques, c'est un peu compliqué, parce que, par exemple, hier, il avait soutenu Abdoulaye Wade, aujourd'hui, peut-être... en tout cas, il ne fait pas dans la politique, il n'est pas dans l'opposition. Même le président de la République, peut-être s'il cherchait des voix à gauche et à droite, pourquoi il ne peut pas aller, par exemple, voir Cheikh Béthio Thioune ou Cheikh Modou Kara ou autre personne. Donc, je ne pense pas que ce sont des gens qu'on peut considérer comme des opposants. Non, non, non. Ce sont des gens qui sont là, qui ont un poids électoral quelque part et qu'on peut exploiter, quelle puisse être la position du parti. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas. Non. À propos de cette violence politique, Harouna Fall, Diaga Diouf, est-ce que l'on peut craindre des actes de plus en plus violents à mesure que l'on va se rapprocher, pour ne prendre que le scrutin qui est censé se tenir en fin juin, à mesure qu'on va se rapprocher des élections locales? Harouna? Non, mais à mesure qu'on s'approche des élections locales, là, il faut s'attendre à tout, parce que le problème d'abord, certains militants ne sont pas assez outillés et formés pour pouvoir gérer un certain nombre de situations. Et je pense qu'il y a, au niveau des partis politiques, il y a tout un travail qu'il fallait mener, notamment en termes de formation, de sensibilisation, pour que les gens puissent intégrer que pendant les élections, certes, bon, il y a des enjeux, mais que les gens puissent comprendre que de ces élections, les gens se retrouvent autour de l'essentiel, cela veut dire d'abord leur contrat, leur développement. Donc, je pense qu'aussi bien les partis politiques que la société civile, j'appelle quand même la société civile, à s'investir davantage. Ça existe encore, la société civile au Sénégal? Oui, malheureusement, il existe juste quelques... Il paraît qu'elle est bien logée au palais et qu'elle se déplace en véhicule climatisé ces temps-ci. Il ne peut pas être tout le monde. En tout cas, pour ce qui est par exemple de ces élections-là, il y a la société civile qui joue les facilitations. Donc, disons qu'elle existe jusqu'à présent. Maintenant, pour ce qui est de la violence, peut-être aussi cela dépendra des compositions, des contradictions au niveau de certaines coalitions. Par exemple, si on prend Benno Bokk Yakaar, quand il y aura beaucoup d'entente et de cohésion au sein de Benno Bokk Yakaar dans certaines zones, peut-être il n'y aura pas de problème. Ça dépendra des contradictions au niveau des coalitions, surtout au niveau de la mouvance présidentielle. Tout dépendra. Précisément, Diaga Diouf, vous parliez de la coalition présidentielle. Nous avons, durant cette semaine justement du 16 mars, eu l'occasion de suivre cette sortie de Moustapha Niasse, le leader de l'AFP, annonçant que son parti ne présenterait pas de candidat lors de la présidentielle censée se tenir en 2017. Les réactions ont été vives, y compris au sein même de ce parti. L'on affirmait notamment qu'il y avait une intention de mettre sous les teignoirs certains ténors de ce parti qui regardaient déjà du côté du palais de Roum. Quelques réactions des Sénégalais, et cela nous permet précisément de rentrer dans la partie de cette émission consacrée aux élections présidentielles. Nous nous demanderons notamment si les amis ne sont pas plus redoutables que les ennemis. Magnéto. Les directives données par certains leaders politiques au sein de leur parti s'apparentent à la dictature, selon bon nombre de citoyens qui dénoncent le comportement de ces chefs de parti. Ce sont des décisions irraisonnées, parce qu'un chef de parti ne veut pas dire que ce n'est pas un messie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit prendre des décisions à la place des gens qui l'ont choisi pour diriger son parti. Harouna Fall, justement, c'est durant l'observateur de ce samedi 15 mars 2014 explique ce qui est appelé les coulisses précisément de cette sortie du leader de l'AFP.
Il est notamment dit dans les colonnes de l'Obs, en page 8, si la mémoire est bonne, qu'effectivement, l'objectif, c'est de casser la coalition Benno Bokk Yakaar sans que l'on puisse reprocher au 4e président de la République d'avoir pris l'initiative de la rupture, puisqu'il avait dit la rupture ne viendra jamais de lui. Aujourd'hui, justement, est-ce que cette interprétation-là vous parle? Sans vouloir contredire votre confrère, non, mon confrère, je pense que ce sujet de Moustapha Niasse, il y a un an, jour pour jour, plus précisément le 13, dans l'Observateur du 13 février 2013. En ce moment, j'étais à l'Observateur comme chef de desk politique adjoint. J'avais fait un papier à la une, j'avais mis Moustapha Niasse lâche l'AFP pour Macky Sall. Un an déjà. Et j'attaquais mon papier par ces mots de Moustapha Niasse qu'il avait tenus à l'époque. Les Sénégalais ont élu Macky Sall à 65% le 25 mars 2012. C'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu ne se trompe pas. Quiconque tenterait de s'opposer à cela, s'il est musulman, ce n'est pas la peine qu'il aille à la mosquée. S'il est chrétien, ce n'est pas la peine qu'il aille à l'église. Et que lui, il reste et demeure dans Benno Bokk Yakaar. Donc aujourd'hui, un an après, si Moustapha Niasse vient dire qu'il est dans Benno et il reste dans Benno, et en 2017, il ne compte pas s'opposer à Macky Sall, mais moi, quelque part, moi, je ne suis pas surpris. Je dis qu'au moins ça, voici quelqu'un qui est logique avec lui-même. Souvent, nous, au niveau de la presse, on a tendance à s'emporter pour l'effet courant les plus pervers diront à vendre du papier. De vendre des papiers, faire du Johnny, comme on dit. Mais sans pour autant prendre la peine de faire un retour en arrière, essayer d'analyser. Est-ce que sa déclaration d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est un an avant, 2 ans avant, est-ce que c'est en contradiction avec ce qu'il a dit? Donc moi, quand je l'ai entendu, j'ai souri dans mon salon, j'ai dit que voici quelqu'un, au moins, qui respecte ce qu'on appelle la morale politique. Quoi qu'on dise, Moustapha Niasse, on peut tout lui reprocher, mais quand même, en termes d'éthique et de morale dans la politique, vraiment, à mon avis, peut-être que je suis jeune, mais je ne pense pas qu'avant lui, que les gens puissent avoir vraiment de tels comportements politiques. Ndiaga Diouf, cohérence dans l'action politique ou bien désir de préserver des avantages? Parce qu'il a tout de même le couperet du renouvellement de son mandat en tant que président de l'Assemblée nationale sous la gorge. Si on suit donc le raisonnement de Arona par rapport aux déclarations antérieures de Moustapha Niasse, il est logique et cohérent avec lui-même. Mais politiquement parlant, est-ce que les autres, surtout les jeunes qui sont au niveau de son parti, peuvent accepter, ou bien en tout cas prendre cette direction-là, qu'en 2017, il n'y aura pas un candidat progressiste, entre guillemets, contre le chef de l'État. Donc, par rapport à lui, par rapport à son âge, par rapport à sa carrière politique, peut-être il est cohérent avec lui-même. Parce que vraiment, quoi qu'on puisse dire, je ne pense pas qu'il y ait des ambitions de chef d'État. Mais il est en tout cas la deuxième personnalité donc, du pays. Donc, en cas, ça c'est entre guillemets, mais pour la logique politique et par rapport à l'avenir de son parti, peut-être là on peut lui reprocher de peut-être casser la dynamique. Après moi, le déluge. Voilà, c'est ça. Donc, même si après au sein de l'AFP, on a un peu corrigé en disant qu'il n'a pas dit, par exemple, qu'il serait là tant qu'il lui reste une souffle de vie, mais il serait là, en tout cas, pour être un militant de l'AFP. Donc, par rapport à lui, par rapport à sa logique politique, on peut comprendre, mais par rapport à la marche et à la progression de son parti, peut-être là, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Oui, Thomas, ouais, vas-y. Est-ce que cette sortie, justement, au fond, un frère à nous, Yorodia, disait les dictatures sont silencieuses. Est-ce que cette uniformisation de la pensée, c'est-à-dire le fait qu'il ne soit pas permis d'être dans la coalition présidentielle et de penser autrement, est-ce que ce n'est pas un danger pour la démocratie sénégalaise que vous vantiez il y a un instant? Oui, mais c'est un danger quand même. Bon, la démocratie, d'abord, suppose une liberté de ton, une liberté d'expression. Okay? Mais le problème, c'est qu'ici au Sénégal, on a un problème fondamental, c'est la gestion de nos partis politiques.
ou plutôt de leur parti politique, puisque là, jusque-là, je ne suis pas pas encore encore membre. Membre d'aucun parti politique. Quoi qu'on a prêté à votre patron des ambitions, et on a commenté également son retour aux commandes du groupe, mais bon, ce n'est pas le but. Bon, ça serait peut-être un autre débat. Il serait prêt à répondre à ces questions. Okay. Mais je pense que c'est ça le problème. Si Moustapha Niasse, il dit qu'il ne se présentera pas, mais bon, que quelqu'un d'autre qui se présenterait, il n'aura pas son oui, soutien. il a dit, je ne soutiendrai pas. Je ne soutiendrai pas. Bon, ok, mais aujourd'hui, il faut que les gens qui sont dans les partis politiques, dès le départ, il faut que ça soit clair. Ok, quand on veut créer un parti politique, il ne faut pas que M. X, qui a ses moyens, vienne, il vous convoque chez lui, dans son salon, pour dire que maintenant, je veux qu'on crée un parti politique. Les récépissés ou les règlements intérieurs, on essaie de calquer sur un modèle, sans pour autant essayer de... Donc pour vous, le problème de fond, c'est celui du financement des partis politiques. Financement des partis politiques. Mais s'il met tous les moyens, il prend en charge tout ce qui est fonctionnement et moyens des partis, mais à la limite, ça veut dire, vous qui êtes membre de ce parti, quelque part, vous vous sentez redevable à cette personne. Même s'il émet des idées qui peuvent ne pas vous arranger, mais vous avez moralement, vous êtes un peu gêné pour porter la contradiction par rapport à ce leader. Mais cela n'empêche. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, dans les partis politiques, moi, je lance un appel aux jeunes qui sont dans ces partis politiques. Je commence par l'APR, mon ami Abdoumbo. Je citerai aussi Barthélémy Diaz, El Hadj Malick Gakou. Mais il faut que les jeunes, aujourd'hui, prennent leurs responsabilités. Et que même si les autres leaders, ils ont les moyens pour financer un certain nombre, non, mais grand, stop. Donc ici, il faut qu'on établisse des règles de financement de ce parti. Soit on va mettre des cotisations, ou chacun en fonction de ses moyens. Soit on installe une station-service dans l'enceinte du truc, de la maison du parti. Et jusque-là, quand même, je pense qu'il faut quand même s'en féliciter. Saluer l'initiative du Parti socialiste. Mais à part le Parti socialiste, tous les autres partis, le patron, c'est lui qui finance. Et qui finance? Qui paye comment? Et le problème, c'est que toujours à la fin, il y aura un problème. Si le leader part, il y aura toujours un problème. Par exemple, avec le cas d'Abdoulaye Wade, il désigne quelqu'un, ce sont des contradictions à gauche, à droite. Donc, pour en tout cas que le parti politique ait une vie normale, donc un fonctionnement normal, comme il l'a dit, il faut qu'il y ait donc une gestion collégiale, mais pas une personne, parce qu'il a les moyens qu'il dirige donc totalement son parti. Alors l'analyse... Excuse-moi. Oui. Même peut-être au-delà. Aujourd'hui, moi je pense bien qu'au niveau même des autres partis, il faut qu'on aille vraiment vers des systèmes plus démocratiques avec l'organisation des primaires, comme aux États-Unis. Aujourd'hui, quand je suis membre du parti politique, d'un parti politique, que je sois, je ne sais pas, issu de Fongolobby et tout, mais quand j'ai des ambitions, des compétences, que je vienne à ces primaires avec mon programme, mes projets, avec des gens, des bailleurs qui sont derrière, qui me soutiennent, peut-être sur la base du volontariat, comme les cotisations, pour soutenir ma candidature, et que je vienne, et que tous les candidats, vraiment, qu'on étudie leur background et qu'on choisisse le meilleur. Et s'ils sont compétents, mais maintenant, on investit cette personne, pour aller vraiment battre campagne pour le parti. Sinon, la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les mêmes candidats qui se présentent à chaque fois, et ils sont toujours battus, et puis ils reviennent. Mais il faut quand même faire attention avec l'argent et les partis. D'ailleurs, je pense qu'il y a un projet pour le financement des partis politiques. Donc, comme il a dit, qui paye commande. Donc, si on laisse aussi l'argent venir à gauche, à droite, parce qu'il y a des bailleurs, ça pose aussi problème. Donc, il faut aussi faire attention avec l'argent et les partis politiques. Au sein de la il peut y avoir des bailleurs, mais aussi, il faut que ça soit organisé. Cela veut dire des systèmes de cotisation ou bien les volontaires qui peuvent maintenant donner de l'argent pour soutenir ta candidature, mais peut-être les gens vont fixer des barèmes. Ça veut dire si tu veux soutenir un candidat, maintenant la loi décrète que tu ne peux pas donner plus de... C'est le cas d'ailleurs dans certains pays développés, déjà il y a un plafond. Maintenant de façon transparente, les gens publient que telle personne a donné 500 000 trucs, maintenant le barème est là. Qui après Moustapha Niasse? Parce que si l'on en croit votre consoeur Kodo Badiane, justement dans l'Obs de ce samedi 15, c'est-à-dire l'objectif c'est de pousser les autres leaders, il y aura excusez le mot, un deal entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République pour casser la dynamique. Et il s'agit d'inciter les autres, d'obliger les autres à se positionner. Qui après Moustapha Niasse, justement? Qui est-ce qui fera son djebelou après? Qui après Moustapha Niasse Qui est-ce qui fera son allégeance pour dire je renonce? Les regards sont tournés de la météo politique. Vers Tanor, les regards sont tournés vers Tanor. Et ça va être le même problème, parce que là-bas aussi, si Ousmane Tanor Dieng, comme Moustapha Niasse se dit peut-être pour les présidentielles, j'ai moins de chance. Il y a d'autres qui sont au sein du parti.
Comme là-bas, il y a les Gakou, les Alioune Sarr et les Malick Diop, là-bas aussi, il y a les Khalifa Sall, il y a les Maître Aïssata Tall et autres. Donc, ce sera la même situation. Mais moi, je pense que... Bon, qui sera le prochain à faire l'allégeance? Mais bon, je ne dirais pas Moustapha Niasse. Oui, lui, c'est déjà fait. Non, et au fond, Ousmane Tanor Dieng. Et au fond, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de donner sa parole? Aujourd'hui, on est quand même 3 ans avant l'élection. Qu'est-ce qui empêche un leader de dire aujourd'hui, je ne serai pas candidat, et 6 mois avant l'élection, de changer d'avis? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, somme toute. Oui, il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais aussi, n'oubliez pas, au Sénégal, il y a la jurisprudence Warren, qui a été fatale à Maître Abdoulaye. Ça, c'est une leçon que beaucoup de leaders politiques ont retenue. Voilà. Donc, dans ce cas, tu ne peux pas dire une chose aujourd'hui et me dire le contraire. Il y a des valeurs, à sauvegarder. Voilà. La parole donnée, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Alors, nous rentrons dans la dernière partie de cette émission, actuelle en 7 du 16 mars 2014. Dans la partie, en fait, une semaine du 16 mars, l'actu en vrac. Nous suivrons tour à tour l'actualité à l'hôpital général de Grand Yoff avec cette protestation publique des travailleurs qui dénoncent les pénuries devenues récurrentes dans cet établissement hospitalier. Nous irons également à l'école Inde-Japon où les enseignants ont pris fait et cause pour leurs camarades de l'école Sénégal-Japon qui déploraient des ponctions effectuées sur leur salaire. Nous irons également du côté de Mboro, des industries chimiques du Sénégal. Là-bas, 200 vigiles ont effectué un sitting pour exiger le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire des vigiles de la société Phoenix Sénégal. Nous irons à Touba. Là-bas, les transporteurs disent non au projet d'ouverture de la gare routière des Beaux Maraîchers. Et nous nous intéresserons également à un sujet plus léger avec cette victoire de l'équipe de Walfadjri lors du tournoi Presse Foot ce samedi. 3-2. Vous entendrez tour à tour un Cheikh Tidiane Gomis, chef du desk sport, complètement surexcité, affirmant que Walfadjri a dominé de long en large ce tournoi. Nous suivrons également Ibou Ngom, qui est le capitaine de cette équipe. Nous suivrons tout cela. Nous revenons après pour terminer cette émission actuelle en 7 du 15 mars. Dans le bloc de sujets, une semaine du 16 mars 2014, l'actu en vrac. Magnéto. Ils ont déserté les salles de consultation pendant des heures et ont suspendu toute activité. Une manière de fustiger la gestion de la direction face à une longue liste de maux dont souffre la structure. Ça veut dire que quand un chef de service va jusqu'à envoyer une note pour alerter en disant qu'on va aller vers une rupture de stock, ça pose un problème. C'est arrivé au niveau de la radio. Il y a de cela une semaine, c'est la même situation qui s'est passée au niveau du laboratoire. Les professeurs du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Inde se solidarisent avec leurs collègues du Centre de formation Sénégal-Japon dont les salaires sont suspendus. Ils crient à l'injustice. Nous trouvons ça anormal pour 2 raisons. Parce que nous voyons que les nouvelles autorités ont toujours dit que la filière de l'enseignement professionnel, c'est la mamelle nourricière vraiment des compétences nécessaires pour le développement du Sénégal. C'est injuste. Nous voulons nos salaires. Respectez vos engagements. La sécurité est fragilisée au DICES. 2 mois sans salaire, c'est trop pour les 200 agents employés par l'agence de sécurité Phoenix Sénégal afin d'assurer la sécurité des industries chimiques du Sénégal dans la commune de Mboro. Ne pouvant plus supporter cet état de fait, en plus de ne disposer d'aucune tenue adéquate de travail, ils sont sortis manifester leur colère à l'encontre de la direction. Les réticences notées concernant la modernisation du système de transport dont la clé de voûte demeure l'ouverture de la nouvelle gare routière Les Beaux Maraîchers n'épargne pas aussi les transporteurs de Touba. Pape Mbaye, président du regroupement des chauffeurs horaires Touba-Dakar, estime que cette restructuration du système de transport annoncée par les autorités ne restera pas sans grandes conséquences. Parce que au regroupement, il n'est pas décent de trouver quelqu'un qui dispose de privilèges et de vouloir tout lui arracher. Ceux qui travaillent dans le secteur du transport, si on les pousse dans l'inactivité, ils pourraient devenir des agresseurs et des assassins. Alors là, la faute incomberait à l'État. Nous aimerions que Macky Sall intervienne.
je suis tellement satisfait de la détermination de mes joueurs qui avaient tout au début du tournoi décidé de gagner cette finale. Et ils l'ont démontré à chaque match. Quand vous voyez quand vous regardez les scores, premier match, on bat sur le score de 9-1 LCS. Les journalistes de la presse en ligne, on les a battus 6-0. Et aujourd'hui, la finale, les gosses ont battu Sen TV sur le score de 3-2. Ça a été facile parce que cette équipe de Sen TV n'était pas du tout, n'était pas forte, quoi. N'était pas forte. Oui. Parce que Wolf est plus fort que Sen TV. Ici à Wolf, il y a des joueurs qui sont passés par les Navetan, d'autres qui sont dans les championnats. Pour preuve, on a un joueur qui joue en championnat, aujourd'hui il n'est pas là. Nous, on accepte de mettre notre trophée en jeu pour reprogrammer le match encore, mais sur un très grand terrain, sur un terrain réglementaire, pour qu'on puisse leur montrer que nous ne sommes pas leurs égaux. À Saint-TV, là, il n'y a que des lutteurs, des féticats, des mbalamans, trucs comme ça. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Non, ils ne sont pas à la hauteur. On est mieux qu'eux. Un clin d'œil bien sûr aux confrères de Sen TV, les Fabrice Nguema et Laj Mamadou Ndiaïdos, Papis Bodian, Omar Diallo, Amadou Labassal, Moustapha Ndoye entre autres. Bon, vous ferez mieux la prochaine fois. Mais bon, il paraît que vous avez fui tout de même après le match parce qu'on demandait aux équipes pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu un extrait de Sen TV. Il paraît que l'équipe de Sen TV, emportée par la déroute, a pris la poudre d'escampette. Bon, vous pourrez répondre. Alors, Arona Fall, Ndiaga Diouf, quelle est l'actualité de la semaine qui vous a marqué depuis les plus graves jusqu'aux plus légères? Ndiaga? Donc déjà, félicitations à nos amis de Wolf. Je pense que c'est intéressant les tournois donc, entre les groupes de presse parce que de l'extérieur, le public pense souvent qu'il y a des contradictions, une concurrence mortelle entre les groupes de presse. Donc c'est bon d'organiser parfois des tournois pareils. Donc félicitations à nos amis donc, de Wolf. Bon, au niveau de l'actu social, donc on a vu qu'il y a trop de contestations, les gardiens au niveau de Mboro, les travailleurs au niveau de l'hôpital Grand Yoff. C'est la réalité sociale qui est là. Donc je pense que les autorités doivent donc réagir. Ça pourrait aussi être un autre sujet d'ailleurs, parce qu'il y a eu le 8 mars, il y a eu ces projets d'interruption volontaire de la grossesse avec le président du groupe parlementaire Moustapha Diakhaté qui a pris position pour. Et un sujet qui par rapport au 8 mars, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'une société, ça évolue. Une société, ce sont des valeurs. On ne peut pas copier tout le temps de l'Occident. Les femmes au Sénégal, je pense que par rapport à la manifestation du 8 mars, déjà il faut se féliciter du fait que maintenant, c'est pas du folklore partout. C'est une manifestation qu'on organise, il y a des débats au niveau de la presse, au niveau des institutions étatiques. Déjà, il faut se féliciter de ça. D'autre part, c'est de constater que les droits des femmes sont quand même véritablement respectés. Il y a des progrès dans ce pays-là, que ce soit au niveau de la parité, que ce soit l'accès à la terre, que ce soit la possibilité à la femme de donner sa nationalité à son conjoint non sénégalais, à ses enfants. Donc il y a vraiment des avancées pour les femmes. Maintenant, venir tout de suite essayer de penser à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, peut-être que c'est tôt par rapport à la société sénégalaise. Maintenant, ceux qui le disent ont leurs arguments. Par exemple, sur le plan du droit, les avocats qui le défendent trouvent que, par exemple, il y a trop de cas d'infanticide au niveau du tribunal. Et que, par exemple, il y a une étude universitaire qui dit que sur les 30% de femmes qui séjournent en prison, la moitié, c'est pour des cas d'infanticide. Donc, peut-être sur ce plan-là, il y a lieu de revoir cette situation-là. Sur le plan de la santé aussi, c'est la même chose. Il y a des cas de décès, parce qu'il y a des avortements clandestins. Donc, peut-être il y a des arguments, mais la légaliser tout de suite, peut-être ce n'est pas encore... Vous ne dites pas non, mais vous dites que c'est trop tôt. Et toujours par rapport aux femmes, cette idée de réforme du code de la famille, notamment pour dépénaliser le délit d'abandon du domicile conjugal qui poursuit souvent les femmes. Le mariage, c'est un consentement. C'est deux personnes qui forment donc un foyer. Je ne pense pas qu'il y ait une obligation. Déjà qu'au départ, il n'y avait pas de mariage forcé parce que c'est interdit. Donc, je ne trouve pas pourquoi vouloir
après pénaliser quelqu'un quand il y a divorce ou bien quand on quitte le foyer parce qu'il y a telle raison ou telle raison. À part de moi, il n'y avait pas un forcing pour pousser à entrer dedans. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de pénaliser parce qu'on ne veut plus rester dedans. C'est un problème de sentiment, c'est un problème de consentement. Il faut éviter de dramatiser ou bien de pénaliser tout. Harouna Fall, l'actualité qui vous a le plus marqué dans la semaine, parmi ce que l'on a vu ou une autre actualité? Oui, parmi un peu ce qu'on a vu, le Front social. Hein, le Front social est en ébullition, c'est normal. Quand une société marche et qui veut aller de l'avant, il faut qu'il y ait des syndicats très forts et que pour ce qui est un peu le patronat, parce que toute personne aspire à vivre vraiment de meilleures conditions de vie et de vie. Donc tout ça, j'appelle les responsables étatiques, ou même si c'est dans le secteur privé, à être plus regardants sur les conditions de travail quand même des gens. Parce que, surtout au niveau des établissements de santé. Là, vraiment, il y a de gros efforts à faire. Donc, quelque part, je les appuie, vraiment. Il faut agir, en tout cas. Maintenant, autre chose par rapport à l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du président du groupe parlementaire, Moustapha Diakhaté, un grand que je salue de passage. Mais je pense que Moustapha Diakhaté, de plus en plus, souvent, moi je reçois beaucoup de communiqués. Tout le monde en reçoit. Mais honnêtement, des fois, quand je lis, je dis, mais est-ce que Moustapha Diakhaté, est-ce que réellement il a... Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il a pris la peine de consulter l'ensemble du groupe parlementaire pour prendre position par rapport à telle question? J'avoue que des fois, il y a des positions qui sont à la limite nihilistes ou radicalistes. Aujourd'hui, sa dernière sortie sur le cas de Makhtar Mbow, voilà, après toute la presse, c'est en premier dans ça qu'il a outrepassé ses prérogatives et tout. Mais en réalité, je pense que bon, c'est cette question, on ne peut pas quand même d'un seul coup demander, je ne sais pas, qu'on légalise l'interruption volontaire de grossesse. Ce serait vraiment la porte ouverte à tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes filles qui ont des grossesses non désirées, parfois tentent de manière clandestine. Oui, mais précisément, au moins pour préserver la santé et éviter les avortements clandestins ou éventuellement les personnes qui vont en prison à cause des infanticides, est-ce que ce ne serait pas un moindre mal? Non, mais pas un moindre mal. Quoi qu'on dise, moi, avant tout, je mets en avant mes croyances religieuses. Je suis... un musulman, fondamentalement musulman, il y a certaines choses, pour rien au monde, je ne pourrais pas, quelles que soient les positions sociales que je pourrais occuper, vraiment, les cautionner. Ce sont vos valeurs profondes. Ce sont mes valeurs profondes. Mais l'avortement, c'est un crime, comme le dit Alpha Blondy, abortion is a crime. Et la religion protège effectivement la femme ou l'enfant dans une situation de grossesse compliquée. Il y a des conditions remplies pour que la religion permet l'interruption volontaire de grossesse. Peut-être que votre oustaz... les oustas de la maison et de la vôtre éventuellement pourront faire un intéressant débat sur la question. Et pourquoi pas un dîner avec Diamono sur la question. En tout cas, le mot de la fin, Harouna Fall, Ndiaga Diouf. Mot de la fin, j'ai oublié de féliciter votre grande équipe. J'espère que bon... IGFM était-elle dans le tournoi? Si oui, est-ce qu'on pourra vous battre? Jouer contre vous un de ces jours? Non, mais non, IGFM n'était pas... En tout cas, CNTV a tapé la presse en ligne. Carrément? Oui, la presse en ligne. Oui, mais IGFM, je suis en train de monter une équipe. Oui. On n'est pas encore prêt. C'est une façon de dire que vous n'êtes pas très compétent, en tout cas pour l'instant. Donc, félicitations à l'équipe de Walf et tout. Mon dernier mot, c'est vous remercier, Thomas Aïssi. Vous êtes quelqu'un pour qui vraiment j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. C'est la première fois qu'on partage un plateau. Et comme l'a dit Ndiaga, je pense aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, au niveau de la politique, il y a un changement au niveau des trucs. Je pense qu'aussi au niveau de la presse, de plus en plus, il faut que les gens donnent la chance aux autres pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer, donner leur position par rapport à certaines choses et que le Sénégal en profite. Merci. Oui, Ndiaga, le mot de la fin. Oui, merci Harouna, merci aux téléspectateurs de Walf et auditeurs aussi de Walf. Merci à Thomas et puis merci beaucoup pour cette invitation-là. Nous sortons donc. Alors, pour cette émission Actu en 7 du 15 mars 2014, nous recevions Harouna Fall, rédacteur en chef de IGFM, c'est le portail internet du groupe Futur Média.
Merci à vous d'être venus. Nous recevions également Ndiaga Diouf, le journaliste. Vous suiviez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui sont de l'autre côté des caméras et qui vous permettent de nous recevoir, de nous recevoir en tout cas dans vos domiciles. Merci à Mme Sidi Diop, à Cheikh Tidiane Ndiaye, à Ramatoulaye Sall Diop, entre autres. Agréable suite de programme et agréable suite d'après-midi à toutes et à tous.